Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer des passages assez forts de Bête, homme et Dieu de Ferdinand Ossendowski. Oui, c'est le récit de sa fuite pendant la guerre civile russe, à travers la Sibérie, la Mongolie, une période de chaos inimaginable. Exactement. Et notre but, c'est un peu de décortiquer cette histoire de survie. Il y a des dangers partout, des rencontres assez folles et beaucoup de mysticisme aussi. Mhm. Et pour commencer, imaginez juste ça. Ossendowski tout seul dans une cabane perdue, des soldats bolcheviques débarquent, ivres, menaçants, et là, paf, un inconnu surgit, armé, silencieux. Ça met direct dans l'ambiance, hein. Clairement. Donc la survie, c'est vraiment le thème central. La mort, elle rôde partout. Les rouges qui traquent les contre-révolutionnaires, le froid sibérien glacial, et puis l'isolement complet. Oui, un isolement terrible. Et c'est là qu'arrive Vivant, ce fameux compagnon un peu énigmatique. Il lui sauve la mise, hein, faut le dire. Il lui montre cette technique du fenêtre Denada pour pas mourir de froid la nuit. C'est ça, une aide vitale, mais une aide qui vient de quelqu'un au passé trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, ouais. Bah oui, ça illustre bien les dilemmes de l'époque. Ivan va finir par avouer qu'il a torturé et tué un certain Gavronsky. Pour lui voler son or. Ah ouais, quand même. Ça montre bien comment, pour survivre, on pouvait se retrouver à faire des alliances, mais impensables. L'aide venait parfois de gens, disons, moralement très compromis. Il fallait être malin aussi, j'imagine. Ah oui, l'ingéniosité, c'était crucial. Comme cette histoire de pêche avec un barrage et un panier, c'était interdit, mais bon, ça lui permettait de manger. Et tout ça sur fond d'une violence difficile à imaginer aujourd'hui, non? Tout à fait. Et Ossendowski, il ne mâche pas ses mots pour la décrire. Il y a cette scène sur l'Ienisseï gelé, au moment de la débâcle des glaces. C'est terrible. Oui, j'ai lu ça. C'est Des centaines de cadavres qui dérivent, mutilés, victimes de la Tchéka, la police politique. Il part de têtes et mains coupées, de corps à moitié carbonisés. C'est vraiment un témoignage brut de la déshumanisation de cette guerre. c'est plus qu'un récit d'aventure, en fait. Ah oui, largement. Et il voit d'autres horreurs, hein. Les restes d'un état-major massacré, le corps d'une femme violentée près d'un campement. La sauvagerie était partout. Après la Sibérie, il arrive en Mongolie. Et là aussi, les rencontres sont particulières. Comme cette histoire de troc. Ah oui Il échange sa culotte de cheval, neuve en plus, contre tout un arsenal. Fusils, pistolets, munitions, avec un milicien soviétique. C'est fou, non? Oui, ça en dit long sur le dénuement et les priorités de l'époque, quoi. Tout était bon à prendre. Et puis, il y a les Soyotes. Oui, les Soyotes, un peuple bouddhiste, pacifique. Ossendowski dit qu'ils sont ennemis de la guerre et du sang versé. Et ils vont l'aider, malgré les risques énormes. Ils étaient pris entre les factions armées, j'imagine. Exactement. Donc c'est un geste de compassion assez remarquable dans ce contexte. Et ils gagnent leur confiance presque par hasard, en soignant le fils du chef qui saignait du nez. Ah oui, un petit miracle en quelque sorte. Voilà, un geste simple, mais qui leur a paru extraordinaire. Ça lui a ouvert des portes, assuré une protection, ça montre comment les choses fonctionnaient parfois. Et au milieu de tout ce chaos, il y a une figure qui ressort. Une figure presque mythique, mais bien réelle. Le baron Ungern von Sternberg. Ah, le baron Ungern. Oui, une figure absolument fascinante et terrifiante à la fois. C'est un chef de guerre anti-bolchevique en Mongolie. Avec une histoire familiale assez chargée, non? Oui, il descendrait de chevaliers teutoniques, de pirates, un mélange assez détonnant. Et lui-même, c'est un personnage complexe, bouddhiste convaincu, mais qui mène une sorte de croisade mystique ultra-violente contre ce qu'il appelle la dépravation révolutionnaire. Imprévisible, on dit. Totalement imprévisible. Et brutale. Il y a cette anecdote qu'Ossendowski rapporte. Ungern qui sépare les prisonniers rouges d'un simple geste, toi à gauche, toi à droite. Et ça veut dire quoi, à gauche, à droite? Ben, exécution immédiate pour l'un des groupes. C'est l'incarnation du pouvoir absolu, arbitraire, terrifiant. Ce mélange de mysticisme et de cruauté chez lui, c'est frappant. Et il sentait sa propre fin arriver apparemment. Oui, il aurait dit « 130 jours encore et tout sera fini », comme une prédiction. Il y a cette dimension presque prophétique chez lui qui fait écho au mysticisme ambiant qu'Ossendowski décrit partout. Ce mysticisme n'est pas juste chez Ungern alors.
Non, pas du tout. Ossendowski rencontre plein de figures religieuses importantes. Ça plonge vraiment au cœur des croyances de la région. Comme le Bouddha vivant d'Urga. Exactement. Le Bouddha vivant, dans son palais, avec ses visions. Ou le Tushogun Lama, un thaumaturge puissant, très influent politiquement. Leur soutien ou leur hostilité, ça pouvait changer le destin d'un voyageur comme Ossendowski. Et puis il y a cette légende Agarthi. Oui, la légende d'Agarthi et du roi du monde. Plusieurs lamas en parlent à Ossendowski. C'est l'idée d'un royaume souterrain, secret, source de sagesse, de pouvoir, de prophétie sur l'avenir. C'est fou ce contraste, non? Entre cette quête spirituelle, ces mythes, et la réalité hyper violente qu'il vit tous les jours. Absolument, c'est ça qui est saisissant. On parle même d'une prophétie du roi du monde qui daterait de 1890, annonçant les guerres, la chute des rois, la corruption. Des mots qui devaient avoir une résonance particulière pour Ossendowski à ce moment-là. On imagine. Donc, pour résumer un peu ce que ce récit nous montre, c'est d'abord l'incroyable capacité de survie de l'individu quand tout s'effondre autour de lui. Ensuite, une brutalité omniprésente, mais qui coexiste de façon assez étonnante avec des croyances mystiques très fortes, des légendes anciennes. C'est vraiment une exploration des limites de l'expérience humaine. Oui, entre la survie pure et dure et la recherche de sens, finalement. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour terminer. Dans des moments de chaos aussi extrêmes, quand la vie humaine semble ne plus valoir grand-chose, comment on explique cette force de la foi, des mythes comme Agarthi, et l'attrait pour des figures comme Ungern, charismatique mais monstrueuse? Est-ce que c'est une sorte de refuge spirituel? Une promesse de vengeance? Ou peut-être, paradoxalement, un espoir de renouveau quand tout fout le camp? C'est une question ouverte, je pense. Matière à réflexion, en effet.